Toujours aussi efficace cette musique. Bonjour à tous, bonjour Églantine. Bonjour Thomas, bonjour à tous. On est très heureux de vous retrouver pour poursuivre ensemble cette grande aventure du Téléthon 2017 sur France 5. On va être dans le concret pendant une heure jusqu'à 11h parce qu'on va vous montrer concrètement donc ce qu'on fait, ce que les chercheurs font avec votre argent, avec vos dons. Car c'est grâce à votre générosité que depuis des années et des années, la recherche avance. Et vous le voyez, d'ailleurs, les chercheurs, ils sont en train de bosser juste derrière nous. On est ici à l'ISTEM. C'est bien simple, c'est le cœur du plus grand laboratoire de recherche sur les cellules souches autour de nous, des familles, des chercheurs. Bonjour à tous, vous allez partager avec nous vos expériences, vos vies, nous raconter tout ça tout au long de cette émission. Oui, alors tout au long de cette émission, Thomas, vous l'avez dit, vous allez comprendre pourquoi il faut donner, à quoi servent vos dons, très concrètement. Mais avant toute chose, je vous propose de faire un point sur ce fameux compteur. Où en est-on là tout de suite? On regarde. Nous en sommes à 10 640 euros. 10 millions peut-être. 10 000. Parce que 10 000, ça va pas aller. Ça va pas aller. On va se fâcher si on est à 10 000. 17 ou 7 millions 7 846 640. C'est mieux quand même. C'est mieux, mais c'est pas assez. On a eu un petit peu peur. C'est mieux, mais c'est pas assez. Voilà. Il faut continuer à donner. Vous le savez, grâce à votre mobilisation, le Téléthon a créé des laboratoires comme celui-ci, là où nous sommes, qui innovent sans cesse pour lutter contre la maladie. Il y a plus de 500 experts qui y travaillent. Ils ont besoin de vous. Alors, vous connaissez ce numéro, mais on va vous le marteler encore et encore. C'est le 36 37. Si vous voulez vous utiliser Internet aussi, téléthon.fr. Toute contribution est précieuse, même tout petit. Les enfants là qui nous regardent, n'hésitez pas, votre argent de poche, hop, vous participez vous aussi. En même temps, vous dites à vos parents d'y aller franco. En tout cas, nous aussi, on se mobilise sur ce plateau avec les familles et les chercheurs. Évidemment. Et avant d'aller plus loin, on va accueillir Marc Péchanski. Bonjour Marc Péchanski. Bonjour. Alors c'est vous le patron, vous êtes le directeur scientifique de cet ISTEM où nous nous trouvons. On vous remercie évidemment déjà d'accueillir le Téléthon en direct ce matin sur France 5. Combien là vous avez de recherches en cours actuellement, Marc Péchanski? Alors aujourd'hui, on a 8 équipes plus un certain nombre de plateformes technologiques qui sont en développement. Avant de vous parler de ça, je voudrais dire bienvenue chez vous. Bienvenue à tout le monde. Bienvenue chez vous. Parce que le laboratoire, c'est un laboratoire qui est financé par le Téléthon très très largement, qui n'existerait pas si le Téléthon n'avait pas été là en 2005 lorsque on l'a créé, et c'est année après année. Si le Téléthon n'existait pas, nous ne pourrions pas travailler. Donc bienvenue chez vous. Eh bien merci beaucoup. Au fil des années, c'est vrai que l'AFM a créé ses propres laboratoires. Le Généton que tout le monde connaît maintenant, l'ISTEM dont vous êtes le taulier si je puis dire. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est? Que font-ils? Eh bien ça, on va le découvrir tout de suite et en images. C'est quoi le Généton? Le Généton développe des médicaments qu'on appelle de thérapie génique, puisqu'on travaille sur des maladies rares d'origine génétique. Donc on va développer des médicaments qui vont corriger les gènes malades. C'est quoi une banque d'ADN? La banque ADN de Généton, c'est ici. Une banque ADN, c'est l'endroit où on va stocker des cellules et de l'ADN isolés à partir de gens qui souffrent de maladies génétiques. Donc ces cellules et cet ADN, on les stocke dans des grandes cuves d'azote liquide à moins 180 degrés, ce qui permet une très bonne conservation sur du très long terme. Ensuite, le fait de conserver ces échantillons, ça nous permet à tout moment de réutiliser les échantillons, de les ressortir de l'azote et de travailler sur l'ADN afin d'identifier les gènes et comprendre quels sont les gènes impliqués dans telle ou telle maladie génétique. À quoi ça sert l'ADN? L'ADN, c'est comme le grand livre de cuisine qui contient toutes les recettes indispensables au bon fonctionnement de notre corps. L'ADN, c'est une très grande molécule qui constitue nos chromosomes et quand on l'isole, on peut le voir apparaître ici sous forme de filaments. C'est quoi la thérapie génique? La thérapie génique, ça consiste à corriger un gène malade. Donc pour ça, on va prendre un gène normal qu'on va mettre dans un virus qui va jouer le rôle de transporteur. Et ce virus va donc transporter le gène normal dans le cœur de la cellule pour remplacer le gène malade. Ça va permettre à la cellule de se mettre à nouveau à fonctionner normalement et de produire à nouveau des protéines. C'est quoi ISTEM? Alors, ISTEM, c'est un institut qui cherche des médicaments pour les maladies génétiques en utilisant de drôles de cellules qu'on appelle les cellules souches. Ça, c'est ce qu'on appelle la thérapie cellulaire. C'est quoi une cellule souche? Normalement, une cellule dans le corps, elle a un job, un rôle bien précis.
Par exemple, les cellules musculaires, elles servent à contracter le bras. Les cellules du foie, elles vont aider à nettoyer le sang. Les cellules de peau, elles nous protègent du soleil. Et ce rôle, normalement, il est figé. Elles n'en ont pas d'autre. Les cellules souches, c'est un peu les super cellules parce que ce sont les seules qui sont capables de redonner toutes les autres cellules de l'organisme. Qu'est-ce qu'on fait avec une cellule souche? Donc, par exemple, avec une cellule souche, on peut fabriquer des neurones, des muscles, du foie, de la peau. Donc nous, on les aime beaucoup au laboratoire parce qu'on peut en produire beaucoup, en faire beaucoup. Et quand on veut, on peut produire les autres types de cellules qui sont touchées par des maladies, soit pour les étudier, soit pour faire des nouveaux traitements. Ben voilà, comme ça on sait ce qu'on fait avec une cellule chouche, hein, c'est l'avantage. Alors justement, Marc Péchanski, on entendait Alexandra Benchoua, qu'on vient de voir dans le sujet, qui parlait de nouveaux traitements. Qu'est-ce que vous avez découvert, vous, à ISTEM, depuis sa création ? Alors à ISTEM, depuis le départ, on est orienté dans des recherches qui visent à la découverte de nouvelles thérapeutiques. Donc on avait deux pistes. On avait la piste de la thérapie cellulaire, qui est finalement une greffe de cellules comme on fait des greffes d'organes. Hein. Il y a des cellules qui sont perdues du fait d'une maladie. On essaye de les remplacer par des cellules saines. On a plusieurs programmes qui arrivent maintenant chez les patients. Hein. Le premier, on en parlera tout à l'heure sur la rétine, c'est l'année prochaine. Et puis ensuite, il y a la peau l'année d'après. Enfin bon, c'est vraiment du concret. Et puis de l'autre côté, on s'est dit, finalement, et ça c'était complètement original à l'époque où on a démarré, maintenant il y a pas mal d'équipes qui font comme nous, on s'est dit, des cellules souches, finalement, on peut aller les récupérer, les prélever chez des malades. Et du coup, ces cellules vont être des modèles exceptionnels pour travailler en laboratoire sur la maladie, pour comprendre comment cet ADN qui est anormal, muté du fait de la maladie, comment cet ADN donne des mauvais signaux à la cellule et comment on peut combattre ces signaux en utilisant des composés pharmacologiques, des molécules, des médicaments qui existent ou qui n'existent pas. Et là-dessus, on a déjà eu un certain nombre de résultats, y compris un résultat qui est maintenant clinique, puisqu'on a fait un essai clinique chez 40 patients pendant 2 ans, avec une maladie, une myopathie qui s'appelle la myotonie dystrophique, la maladie de Steiner. Hein. Et effectivement, on avait identifié un médicament qui était un médicament qui servait à autre chose jusque-là. On l'a réappliqué à ces patients et on a obtenu un résultat qui n'était pas une guérison, mais qui était une amélioration de la situation. Donc là, on est vraiment dans du concret. Hein. C'est ce qu'on vous a promis ce matin et c'est pour ça qu'il faut que vous continuiez à appeler le 3637. Alors, il paraît que vous avez une espèce de drôle de machine qui permet de faire du criblage de médicaments. C'est quoi le criblage de médicaments? Il paraît que c'est important, ça. Oui, on a une très très grosse machine. C'est un peu l'emblème. En plus, c'est à l'entrée d'ISTEM. Hein. On rentre et on voit cette machine. Cette machine, c'est une machine industrielle qui nous permet en gros de faire comme les chercheurs d'or. Vous savez, un chercheur d'or, à l'ancienne en tout cas, hein, c'est quelqu'un qui travaille à côté d'un grand tas de sable dans lequel il espère qu'il y a une pépite d'or et donc il va utiliser un tamis et plus il y a de tonnes de sable qu'il peut faire passer en son tamis, plus il a de chances de trouver la pépite. Nous, c'est la même chose. Notre grand tas de sable, c'est tous les composés pharmacologiques, les milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers de composés pharmacologiques qui sont stockés dans des stocks de l'industrie pharmaceutique, et on va les appliquer un par un sur des cellules qui sont porteuses d'une anomalie génétique qu'on a identifiée. Et vous voyez ça marche pas, avec des signaux. Exactement. Sauf que pour faire ça, on peut pas le faire à la main parce que vous imaginez tester un par un 100 000, 200 000 molécules comme ça, puis aller regarder ce qui se passe. Donc on a une machine qui nous fait ça et qui nous fait ça très vite, très bien. Alors évidemment, après, ça nous sort 200 000 résultats. Mais on va comprendre parce qu'on va donner des exemples concrets tout au long de cette émission. Oui, et puis alors, je vous avais dit en début d'émission, il y a des gens qui ont tendance à parler avec les mains, et comme vous faites de grands mouvements, vous passez devant une caméra en permanence avec votre main. En tout cas, je vous l'ai dit, pendant 1 heure, on va faire le point sur les avancées scientifiques de l'année qui vient de s'écouler, et puis sur les essais qui vont être lancés dans les prochaines semaines. On vous parlera d'épidermolyse bulleuse avec Léo et ses parents qui sont là à côté de moi, et puis on parlera aussi de myopathie myotubulaire, de rétinite pigmentaire. Alors, ce sont des noms très barbares pour tous les gens qui ne sont pas habitués à ces maladies, mais pour nos invités, ça révèle un quotidien assez éprouvant. Donc, on va essayer de leur donner de l'espoir.
nous ont rejoint. Donc Léo et ses parents, hein, c'est ça Mais qui oui. sont avec nous. Et Léo, on le connaît, non, Léo? Et Dis Léo, quelque chose, Léo. Bonjour Léo. Bonjour Léo. Bonjour. Ambassadeur Tu vas bien 2015, c'est ça, du oui, Téléthon? je vais bien. C'est ça. Alors toi, tu es atteint de l'épidermolyse bulleuse. C'est une maladie très rare et c'est la bonne nouvelle de cette fin d'année puisque c'était une maladie qui était considérée incurable jusqu'à aujourd'hui. Regardez, cette thérapie génique a fait la une des médias le mois dernier. À 8 ans, Hassan peut de nouveau jouer au football avec son père, rire avec lui, vivre tout simplement. Une renaissance grâce à une greffe de peau sur 80% de son corps. Et pour le père d'Hassan, c'est une greffe miraculeuse. On nous a dit qu'il y avait un risque, 50% de chances que cela échoue, 50% de chances que cela marche. On a choisi d'essayer parce que nous n'avions pas d'autre choix. On l'a fait car Hassan ne pouvait ni marcher, ni même manger. Hassan souffre d'épidermolyse bulleuse, comme Léo que nous avions rencontré il y a 2 ans. Une maladie génétique qui ronge l'épiderme. Le moindre choc provoque des bulles, des plaies qui ne cicatrisent jamais. C'est dans cet hôpital allemand il y a 2 ans qu'Hassan a été greffé, une première mondiale. Septembre 2015, les médecins prélèvent sur la peau de l'enfant des cellules saines destinées à réparer les cellules malades. Ils introduisent à l'aide d'un virus un gène sain. Puis le tout est mis en culture. Les cellules sont modifiées et cela crée une peau saine. En culture, elles ont poussé, elles se sont étendues et on a pu secondairement donc les reprendre un petit peu cette peau qui est en train de s'étendre, la regreffer sur les plaies de l'enfant en apportant finalement le matériel génétique nécessaire. Pour le médecin italien qui a participé à la greffe, c'est un immense espoir. Il peut y avoir différentes manières de soigner pour s'adapter aux différentes formes de la maladie. Mais cette découverte nous confirme que cette thérapie peut s'adapter à tous les enfants malades. Hassan est toujours sous surveillance, mais sa nouvelle peau lui a déjà permis de retrouver une vie normale. Voilà, avant de faire réagir Léo et sa famille, nous accueillons Serge Braun. Bonjour. 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 Vous êtes le directeur scientifique de l'AFM Téléthon. C'est vous qui pilotez toutes les recherches menées par l'AFM. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette première mondiale ? C'est un exploit puisque c'est le terme du Téléthon cette année. C'est un double exploit. Alors d'abord, il n'aurait jamais été possible sans le Téléthon. Non pas que ce qui a été réalisé là a bénéficié des fonds du Téléthon, c'est pas le cas. Mais par contre, la première phase de ce travail a été réalisée en 2006 avec un premier essai sur un jeune enfant d'une greffe de 10 cm² de peau corrigée génétiquement. Et 10 ans après, cette peau tient toujours mécaniquement, elle est parfaitement normale comparativement au reste de la surface du corps. Et cette preuve-là a permis de franchir l'étape supplémentaire. Et alors cette thérapie est très expérimentale et n'a été autorisée qu'à titre compassionnel. Ça veut dire quoi ? Alors compassionnel parce que ça ne fait pas l'objet d'un essai clinique à proprement parler. Un essai clinique, c'est très réglementé, il y a des autorisations à obtenir, il y a tout un dossier à constituer. Là, il y avait une urgence parce que cet enfant, ce petit enfant de 7 ans, était vraiment en danger de mort, il faisait infection sur infection, il risquait vraiment de mourir. Et sur la base d'ailleurs de la publication des résultats 10 ans après de cette première greffe de peau, les Allemands ont contacté cette équipe italienne pour aller plus loin. Et donc ça a été fait dans l'urgence, très rapidement, avec un comité d'éthique évidemment. Et ce traitement a pu être mis en place de manière compassionnelle. Je vois Florence, la maman de Léo, qui vous écoute attentivement. Quelle a été votre réaction à vous, Florence, quand vous avez eu connaissance de cette première mondiale ? Alors sur le coup, j'y croyais pas. C'est vrai qu'on a appris ça par les médias et on reste toujours un peu sur la défensive. Voilà, toujours peur du faux espoir.
Et en fait, c'est grâce à notre entourage, tous les messages de soutien qu'on a reçus dans les jours qu'on suivit, que j'ai fini par prendre conscience qu'il y avait vraiment eu quelque chose. On s'autorise à y croire à partir d'un moment, en fait. Voilà, on reste je prudent crois que d'abord. voilà, on a cette espèce de carapace en nous qui fait que tant que c'est pas confirmé, voilà. Maintenant, il a fallu qu'on prépare Léo aussi à cette annonce parce que autour de lui, à l'école, partout, on savait que tout le monde allait en parler. Ouais. Donc, on a essayé de lui expliquer simplement ce qui venait d'arriver à Hassan, en sachant que c'est pas la même forme d'épidermolyse bulleuse que Léo. Et que pour l'instant, il ne pouvait pas bénéficier de ce genre de technique aujourd'hui. En tout cas, il a le sourire là, voilà. Léo, ce matin. Ouais. Il a le sourire, c'est bon signe. Denis, vous êtes le papa de Léo. Qu'est-ce que ça a changé, vous, quant à votre regard sur Léo et sa maladie? Écoutez, en fait, ça a été une grande surprise, comme disait ma femme. C'est qu'on nous parlait de greffe de peau de petite surface. Et là... de savoir qu'un enfant a quand même été sauvé par une surface de peau à 80%, c'est juste incroyable. Donc ça nous donne un grand espoir. On espère que ça pourra évoluer. On sait que techniquement c'est compliqué, que ça coûte très cher, il faut de l'argent, il faut des dons. C'est pour ça qu'on est là. Mais franchement, ça nous redonne beaucoup d'espoir. Il faut des dons, ça se traduit en appeler le 3637 et connectez-vous sur téléthon.fr. Léo, tu as tous les chercheurs qui sont là, qui sont en train de bosser à côté de toi, derrière toi. Quel message tu as envie de leur faire passer? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire là? Je voudrais leur dire que je voudrais guérir comme Yacine, Hassan, comme Hassan. Et puis, allez, courage, on y est presque. Il a raison, mais comme il a raison, courage, on y est presque. Et ce qui est sûr, c'est que sans vous et sans votre générosité, ces avancées scientifiques très concrètes, encore une fois, elles ne pourraient pas exister. Ça ne serait pas possible non plus sans le soutien des partenaires de l'AFM tout au long de l'année. Il y a EDF qui est un de ces partenaires et c'est aussi important de les citer. Pas de progrès sans sous. Et ça fait plus de 30 ans pour EDF qu'on se mobilise. Alors il y a la direction évidemment, mais il y a aussi tous les salariés qui s'engagent. Et depuis 2 ans, la fondation EDF va encore plus loin dans son implication puisqu'elle développe son mécénat en faveur de l'Institut de myologie. Concrètement, chaque année, ce sont 200 000 €, un soutien de 200 000 € qui est directement apporté par EDF et les équipes au programme de recherche sur les maladies neuromusculaires. Et alors, on va continuer à parler d'argent parce que là, on ne peut pas rester insensible à l'espoir de cette famille. Il faut de l'argent pour soutenir la recherche. On fait un petit point sur le compteur. Le compteur en est à 7 982 193 €. C'est bien. Mais ça ne suffit pas. 7 900 000, il faut arriver à 8 millions tout de suite. Voilà, vous avez 30 secondes en fait. Allez-y tous. 7 millions, on doit arriver à 8 millions et il faut aider toutes ces familles. C'est un soutien important pour que l'AFM Téléthon puisse agir. Alors l'AFM vient en aide aux personnes atteintes de maladies de la peau, mais pas seulement. Elle combat aussi de nombreuses pathologies, dont les maladies liées aux muscles. C'est vrai qu'on en parle beaucoup chaque année. Ces maladies comme les myopathies qui sont à l'origine du combat de l'AFM. On en parle depuis longtemps, mais finalement, qu'est-ce qu'on sait vraiment? Est-ce qu'on a bien compris? Est-ce qu'on sait ce que c'est qu'un muscle? Eh bien, on reprend tout de suite les bases. Regardez. Manger, boire, respirer, articuler, bouger les bras ou les jambes, toutes ces actions seraient impossibles sans nos muscles. Notre corps en compte 640 et ils sont indispensables à son bon fonctionnement. Il y a 3 catégories de muscles. Le muscle lisse, un certain nombre d'organes comme les intestins ou l'estomac ou les parois des vaisseaux sont composés de muscles. Le muscle cardiaque, qui est un muscle qui compose le cœur, donc qui est vraiment très important, et le muscle squelettique, appelé squelettique parce qu'il est attaché au squelette et qui est donc important dans toutes les fonctions motrices. Ce muscle, il a une enveloppe et puis il est constitué de fibres. Et donc ces fibres, elles sont dans la longueur du muscle. Ici, vous avez une fibre qui a été détaillée et à l'intérieur de cette fibre, elle est constituée de cellules musculaires. C'est cette contraction qui va permettre de faire bouger le membre. Chaque contraction vient solliciter les fibres musculaires. Afin de les protéger et de faire en sorte qu'elles ne s'abîment pas, certaines protéines sont indispensables. Parmi elles, la protéine de la dystrophine présente dans la membrane des cellules musculaires que l'on voit ici en vert. Sans elle, les muscles sont malades et se détruisent petit à petit. On parle alors de myopathie de Duchenne. Quand le muscle est malade, on peut voir ici qu'on a des fibres de tailles différentes qui sont abîmées. Et on a un remplacement de ce tissu musculaire par du tissu adipeux, qui en fait c'est de la graisse.
et de la fibrose. Dans la myopathie de Duchenne, comme dans la plupart des maladies musculaires, l'origine de la maladie est génétique, c'est-à-dire qu'elle est due à une anomalie d'un gène de notre ADN. Beaucoup d'espoir repose donc sur la thérapie génique, qui consiste à transporter au cœur même des cellules musculaires, grâce à un virus vecteur, un gène sain pour remplacer le gène malade. Par exemple, celui de la dystrophine. Le problème de la dystrophine, c'est que c'est le gène le plus grand du génome humain qui ne va pas rentrer dans les vecteurs qu'on est capable de concevoir aujourd'hui. Il a donc fallu, dans une première étape, concevoir une forme réduite de cette dystrophine, qu'on appelle la microdystrophine, qui est une forme réduite qui va rentrer dans le vecteur, rentrer dans le transporteur, et qui va conserver les propriétés essentielles de la dystrophine. Ça nous a permis de concevoir un traitement, et on a montré chez les animaux naturellement atteints de myopathie de Duchenne qu'on pouvait bloquer le développement de la pathologie et préserver la marche et la force musculaire chez les animaux traités. La prochaine étape maintenant, c'est de pouvoir évaluer l'effet de ce traitement chez des patients. De nombreux obstacles restent à franchir avant de pouvoir proposer des traitements sur l'homme. Pour soigner les centaines de muscles répartis dans tout le corps, il faut d'abord réussir à tous les atteindre. Et ce n'est pas le seul enjeu sur lequel travaillent les chercheurs. Il faut pouvoir traiter toutes les fibres de tous les muscles. Et les muscles, il y en a dans tout le corps. Ce qui fait que les quantités à utiliser sont particulièrement importantes. Et donc on est face là à un enjeu de quantité de produits de thérapie génique à fabriquer. Et ça, c'est un enjeu majeur. Du côté de la thérapie cellulaire, des obstacles restent également à franchir, même si les chercheurs ont réalisé une première mondiale sur un organe très localisé, le cœur, avec des patchs de cellules souches cardiaques. Les recherches continuent pour tenter de percer les nombreux mystères que réserve encore le muscle. Voilà, et le temps que vous compreniez à quoi sert le muscle, eh bien vous avez fait grimper le compteur. On a à peine eu le temps de vous lancer un défi. Hop, vous avez dépassé les 8 millions. Bravo, merci. Je sais que c'est samedi matin et qu'il est très tôt. Vous réveillez vos copains, vous réveillez vos parents et vous leur dites de continuer. On se donne quoi, 10 minutes pour passer aux 10 millions. Aux 10 millions. 10 millions voilà. Avant la fin de l'émission, quoi. Non, parce que 8 millions, ça va pas. Qu'est-ce qu'on fait avec 8 millions? Rien. Regardez tout ça, on demandera aux chercheurs. L'argent, les chercheurs qui sont derrière, ils vont se lever pour 8 millions. Non, il faut plus. 10 millions, 36 37, téléthon.fr. Maintenant que vous savez tout ou presque sur le muscle, on accueille Anaïs et Wilfried, qui sont les parents d'un petit Jules. Bonjour monsieur, bonjour madame. Jules est atteint d'une maladie neuromusculaire et à côté d'eux, c'est Anna Buche-Bello. Bonjour madame également, directrice de recherche INSERM au sein du Généton. Alors Serge Braun, on va juste revenir un peu avec vous. On a vu qu'on en faisait le but des recherches sur le muscle, c'est d'améliorer le quotidien des malades. Est-ce qu'elles peuvent concerner des pathologies plus répandues, d'autres? Absolument, parce que on perd du muscle en vieillissant. Ouais. On perd du muscle dans les phases avancées de cancer ou dans le sida. Et c'est ce qui précipite souvent la mort. Donc tout ce qui permet de préserver les muscles, voire d'augmenter la masse musculaire, d'augmenter la quantité de muscles, de les préserver, c'est utile pour ces maladies-là. D'accord. Anna Buche-Bello, vous êtes spécialiste du muscle. Que représente le muscle dans vos recherches? Le muscle est extrêmement important pour nous. C'est l'objet même de nos recherches. Et notre mission est de guérir ces muscles malades et de pouvoir trouver des médicaments pouvant améliorer la vie des personnes atteintes de myopathie. Anaïs, Jules, votre fils n'est pas là aujourd'hui. Comment il va, Jules? Eh bien, Jules, il va très très bien. C'est sa marraine qui le garde pour une grande première. On est tous les deux du coup présents. Parce que vous ne le quittez jamais, vous êtes toujours avec lui. C'est difficile de le faire garder, mais on commence gentiment. On commence. Donc ça aussi, ce sont des avancées dans le quotidien. Ça aussi, c'est important, y compris pour les parents, j'imagine, d'être un peu plus libre par moment pour être toujours aussi présent à côté de votre enfant. Vous avez appris, vous, à la naissance de Jules, qu'il était atteint de cette myopathie myotubulaire. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est la myopathie myotubulaire? Alors, nous, on va vous expliquer ce qu'on en a compris. Concrètement, les muscles de Jules sont moins forts que les muscles d'un enfant classique, tout simplement parce qu'ils ne fabriquent pas, ou du moins pas en assez grande quantité, une certaine protéine qui permet le fonctionnement.
Et ça génère du coup une faiblesse musculaire quotidienne, puisque pour parler, on a besoin de muscles, pour avaler, on a besoin de muscles, pour respirer, on a besoin de muscles. Et ça, voilà, ça complique beaucoup le quotidien de Jules. Wilfried, ça veut dire que votre fils a besoin d'un soutien permanent pour tous les actes de la vie quotidienne? Ah oui, on est obligé de l'aider pour tout. Le matin au réveil, toute la journée après lui. Enfin, on est obligé, pour déglutir, on est obligé d'aspirer à sa place. Parce que tout simplement, il n'avale pas. Donc oui, c'est des petites choses, mais tous les jours, on est obligé. C'est très compliqué, oui. Anna Buche-Bello, depuis 20 ans, vous travaillez avec votre équipe sur cette myopathie bien particulière. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ont consisté vos travaux? Donc tout d'abord, il a fallu comprendre cette maladie, comprendre le mécanisme qui induit cette faiblesse musculaire généralisée. Et depuis 8 ans, nous travaillons à Généton afin de développer une thérapie génique pour cette maladie. Donc nous avons développé un vecteur médicament capable de transporter une copie saine de gènes défectueux et pouvoir le transporter et le ramener dans les muscles qui en ont besoin. Et pour ça, donc, nous avons mené des expériences dans des modèles animaux. D'abord, nous avons guéri une souris qui était atteinte par cette maladie. Et plus tard, nous avons établi une collaboration avec une équipe américaine qui dispose d'une colonie de chiens naturellement atteints par cette maladie. Oui. Et voilà, donc il était important pour nous de savoir si nous pouvions aussi traiter de manière efficace un animal de grande taille, d'une taille comparable à celle des patients, en fait. Ouais. Si aujourd'hui, évidemment, les recherches d'Anna Buche-Bello et de ses équipes arrivent à l'étape de l'essai, c'est grâce, évidemment, à vos dons. Et depuis 31 ans, 31e Téléthon, les prouesses des chercheurs ont permis à la médecine mondiale de faire un incroyable bond en avant. On le voit, on a l'impression que c'est beaucoup de petits cailloux qui, mis bout à bout, font un chemin, finalement, et emmènent à des progrès qui sont des progrès réels. Grâce à vous, on va pouvoir, et vous allez pouvoir réaliser de nouvelles choses. Évidemment, ça passe par le 3637, pardon d'être un petit peu insistant, mais c'est fondamental. Ça passe par le site téléthon.fr. Et surtout, soyez rassurés sur une chose, c'est qu'ici, tout est fait en transparence. Regardez. En 2018, l'AFM Téléthon s'engage. Pour 100 € donnés, 8 € seront utilisés pour ses frais de gestion. 12 € pour ses frais de collecte. 54 € pour la recherche. 24 € pour aider les malades. Et 2 € pour l'information scientifique, médicale et sociale. C'est donc 80 € qui seront dédiés au combat contre la maladie. Pour en savoir plus, appelez la ligne directe donateur ou connectez-vous sur téléthon.fr. Vous aussi, donnez. Merci. Voilà, la transparence c'est fondamental pour vous qui donnez, c'est fondamental aussi pour le Téléthon, pour les équipes, pour tout le monde. Marc Péchanski, pourquoi c'est important de continuer à donner? C'est vrai, ça fait 31 ans, pourquoi c'est important de continuer aujourd'hui? C'est essentiel de continuer à travailler parce que nous sommes face à 7000 maladies, que aujourd'hui 95% d'entre elles n'ont pas de pistes thérapeutiques encore explorées et que c'est notre travail à nous d'aller sur toutes ces pistes avec toutes les possibilités de thérapie que on envisage. Et ces possibilités thérapeutiques, elles viennent presque mois après mois, année après année, elles nous viennent de l'ensemble de la communauté scientifique internationale, mais nous, on essaye de les traduire en outils thérapeutiques. C'est notre travail à nous de faire en sorte que ces résultats de la recherche qu'on dit fondamentale, ils arrivent le plus vite possible aux malades et qu'on puisse effectivement changer la vie d'un certain nombre de ces patients atteints de maladies génétiques. Voilà. Alors, je voudrais juste rebondir sur la transparence, parce qu'on vient d'en parler. Je rebondis très rapidement pour dire que nous faisons visiter nos laboratoires. C'est quelque chose qui est ouvert. C'est, je le dis à tout le monde, nous avons des visites régulières et sur ces visites, les gens ont simplement à s'inscrire. C'est sur notre site, ils peuvent demander et ils viennent voir et on est ravis de les accueillir et de leur montrer ce qu'on fait avec l'argent du Téléthon. Comme on est ravis tout au cours du mois de novembre, les chercheurs, les techniciens, les ingénieurs, les étudiants de nos laboratoires vont partout, invités par les professeurs de biologie dans les collèges, dans les lycées, dans une opération qu'on a créée qui s'appelle 1000 chercheurs dans les écoles. Et on a parlé comme ça depuis 5 ans à plus de 200 000
enfants dans les collèges et les lycées en leur racontant ce qu'on fait avec l'argent du Téléthon et en même temps en les invitant à penser peut-être à une carrière scientifique pour venir nous aider. Vous jouez tous les ballons, vous, c'est ça. Absolument. Ouais. Vous avez parfaitement raison et vous avez eu raison de rebondir parce que c'était important ce que vous dites là. La bonne nouvelle, Églantine, c'est qu'on va y arriver à nos 10 millions. Mais oui, ça monte. Ça grimpe. Point compteur. 8 669 846 €. Évidemment, vous continuez à nous appeler. Je rappelle qu'on a un objectif à 10 millions, sinon on ne rend pas l'antenne. C'est ça. Anna Buche-Bello, je voudrais revenir vers vous. Vous nous avez parlé de ces essais thérapeutiques sur les chiens, ça fonctionne. Sur les humains, c'est prévu pour quand ? Alors, l'essai clinique a commencé fin septembre. Donc, voilà, 3 patients ont déjà été traités avec ce vecteur médicament. Voilà. Alors, je sais que vous nous avez parlé de 8 ans tout à l'heure. C'est sans doute très court pour la science, mais c'est long pour les familles, non ? On est parfaitement conscient. C'est très long pour les patients, c'est très long pour les familles. Pour la recherche, c'est finalement pas si long que ça. Donc voilà. Après toutes ces années de travail mené à Généton, nous sommes maintenant en mesure de proposer ce vecteur médicament dans le cadre évidemment d'un essai clinique aux patients. On va reparler de notre petit Jules avec ses parents qui sont là. Alors, il est atteint, je rappelle, de myopathie myotubulaire et il participe à l'histoire naturelle mise en place par le docteur Servet à eMotion suite aux recherches d'Anna Buche-Bello. Parfois, je lis des phrases et je ne comprends pas ce que je dis. C'est exactement le cas. Anaïs, qu'est-ce que c'est qu'une histoire naturelle ? Eh bien, l'histoire naturelle, c'est tout simplement permettre à nos chercheurs de mieux comprendre la maladie, de comprendre comment elle évolue, de manière à mieux savoir la soigner, on espère. C'est un suivi, en fait, c'est ça ? C'est un suivi. Alors, nous concernant, en tout cas, ça fait 1 an et demi qu'on a démarré. On a une visite tous les 3 mois à eMotion à Paris. Jules est évalué, en tout cas, sur son évolution, sur la manière dont il est pris en charge au quotidien, et ça leur permet d'avoir des repères en fonction des différents patients concernés. Justement, nos caméras sont allées vous filmer, vous et Jules, lors de sa visite trimestrielle à eMotion. C'est un reportage signé Magali Massa. Jules, 18 mois, est atteint de myopathie myotubulaire, une grave maladie neuromusculaire qui se caractérise par une grande faiblesse des muscles. Alors, comme chaque matin, il doit porter un corset afin de pouvoir rester assis quelques heures dans la journée. Jules, on a appris sa maladie, il avait 2 mois de vie. Et on nous a annoncé sa maladie après une biopsie musculaire. On nous a dit que c'était une maladie très rare, très grave, qu'il ne vivrait pas au-delà d'1 an, que c'est un enfant qui ne respirerait pas tout seul, qui n'aurait aucune autonomie. Et puis, tel que s'est terminé l'entretien, on avait un peu l'impression de partir sur des soins palliatifs on va vous accompagner jusqu'à la fin, quoi. Entre-temps, il s'est passé des choses, c'est-à-dire que Jules commençait à évoluer, il commençait à bouger ses membres, il commençait à ouvrir les yeux, on le voyait gagner en force, donc pour nous, ça collait pas. Et puis, on a fait nos recherches et on s'est rendu compte que, non, il allait pas mourir dans l'immédiat. En tout cas, à partir du moment où la prise en charge était correcte, il n'y avait pas de raison, quoi. C'est justement l'heure pour Jules de sa séance de kiné. L'autre main ? 4 fois par semaine, Aurélie vient à domicile faire travailler le petit garçon afin de limiter les conséquences respiratoires et musculaires de la maladie. Ouais, bravo. Jules est très facile. Quand il n'a pas envie, il n'a pas envie. Mais on arrive quand même souvent à faire des belles choses. À part quand l'état respiratoire est pas bien, et là, on fait en fonction de sa fatigue. Tu dis à demain ? Ces petites victoires, les parents de Jules y tiennent précieusement. Et depuis 1 an, Jules a intégré une étude sur la myopathie myotubulaire, une maladie qui ne touche qu'une naissance sur 50 000 par an. C'est à Paris, 1 semaine plus tard, que nous retrouvons Jules et ses parents. 2 jours d'examen sont prévus au sein de l'Institut eMotion, un pôle pédiatrique de recherche et d'essais cliniques dédié aux maladies neuromusculaires. On a commencé hier par une journée d'examen, on n'a pas pu tout effectuer parce que Jules il est un petit peu malade. Donc on va voir aujourd'hui ce que ça va donner, si effectivement on peut l'évaluer ou pas en fonction de sa forme. Oui, bonjour. Bonjour. Ça va bien ? Ça va. Alors Jules, comment tu vas aujourd'hui ? Il y a plein de bêtises. On va pas l'embêter beaucoup plus aujourd'hui.
Si les examens de Jules sont cette fois-ci reportés, ce court séjour parisien est malgré tout l'occasion pour ses parents de faire le point sur de potentiels essais cliniques à venir avec le docteur Laurent Servet, directeur de l'Institut iMotion. Le premier patient a été injecté aux États-Unis et nous sommes en train ici de monter l'étude thérapeutique sur le centre, mais on est limité par un certain nombre de facteurs qui sont que l'essai doit être approuvé par le comité d'éthique, il doit être approuvé par l'agence réglementaire, et puis surtout il faut que toutes les choses soient en place au niveau du centre. On ne peut pas dire et demain on commence, on injecte le patient et puis on verra bien comment ça se passe ensuite. Et après, une fois que les choses sont en place, on peut proposer la participation de Jules à l'essai. Est-ce que vous avez un ordre de temps? Oui. Ça doit aller, ça doit se faire dans les 6 mois. On a beaucoup d'espoir parce que c'est une maladie qui est très rare et malgré tout, il y a énormément de recherches qui sont faites, qui avancent très vite. Et on se dit que même si effectivement cet essai-là n'aboutit pas, il y en a d'autres derrière et que peut-être dans 1 an, 2 ans, 10 ans, on n'est pas à l'abri d'un traitement pour lui. Voilà, et je tiens à préciser aux téléspectateurs qu'il arrive à Wilfried de changer de chemise. Et c'est un hasard si ce matin il a encore la même chemise que durant ses visites. Et je pense que si on atteint les 10 millions, Wilfried offrira au hasard à un téléspectateur sa chemise. Volontiers, volontiers. Bah voilà, moi c'est dit. Anaïs et Wilfried, je vous présente Léo et ses parents, Delphine et Stéphane. Léo, je vous le disais, on le connaît, c'était l'ambassadeur du Téléthon. Ah non, mais j'ai mélangé les deux Léo en fait. Bah oui, on a 2 Léo. En 2015. Non, c'est pas la même année. Léo, c'était l'année dernière en 2016 et l'autre Léo, c'était en 2015. En fait, quand on est Léo, il y a un moment où on est ambassadeur du Téléthon. C'est juste ça qu'il faut savoir. Et tu es venu avec ta petite sœur qui s'appelle comment? Noéline. Noéline, bonjour voilà. aussi Noéline. Et donc Léo, tu participes depuis 3 ans à un essai concernant la myopathie de Duchenne. Anaïs, Wilfried, Anna Buchbülow annonçait tout à l'heure qu'il y avait des patients qui avaient été traités, il y en a 3 d'ailleurs qui ont été traités aux États-Unis. Vous devez être impatient, j'imagine que cet essai démarre aussi en France. Qu'est-ce que vous en attendez? Comme tout parent, que ça fonctionne. Ouais. Pour l'instant, on ne se projette pas trop parce que voilà, on reste quand même prudent. On n'est pas à l'abri d'un échec, malheureusement. Les chiens, c'est des chiens. Les humains, ça reste des humains. Et comme nous a bien dit Dr Servet, ils sont chercheurs, pas vétérinaires. Donc voilà, on a espoir, mais on reste prudent. Wilfried, on l'a vu, un essai concernant la myopathie myotubulaire va débuter également en France. Quelles sont les questions qu'on se pose quand on est parent comme ça, avant un essai qui débute? Si ça va fonctionner, bien sûr. Ouais. Quand on va avoir des réponses, si les réponses vont être rapides, ce genre de questions. C'est un mélange d'espoir et d'inquiétude à chaque fois. C'est sentiment mitigé. Oui. On n'ose pas trop y croire. Ouais. On attend de voir. On est au jour le jour. Alors on va s'intéresser à toi, Léo, maintenant. Je voudrais déjà savoir comment tu vas aujourd'hui. Tu te sens comment? Très bien. Est-ce que tu es toujours fan de foot? Oui. C'est vrai? Quel club? L'Atlético de Madrid. Griezmann, donc voilà. Ouais, Griezmann. Bravo. Tous ceux qui aiment Griezmann appellent le 36-37, c'est important. C'est maintenant. Delphine, ça fait maintenant 3 ans que Léo est intégré dans l'essai d'iMotion. Qu'est-ce que vous en faites comme bilan? Alors nous, on est ravis que Léo ait pu effectivement rentrer dans cet essai. C'était un petit peu inespéré parce que c'est vrai que quand on a appris la maladie de Léo, le diagnostic, il n'existait aucun médicament et c'est vrai que pour nous, les essais, c'était vraiment pour les autres ou pour les autres maladies. Ouais. Donc quand on a appris avec Stéphane donc la possibilité que Léo puisse intégrer cet essai, c'était vraiment une révolution, c'était inespéré, c'était vraiment la chance. Et Stéphane, pour intégrer un essai, il y a différentes étapes. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé pour vous? Tout a démarré lors d'une rencontre avec les médecins-chercheurs, lors de la journée des familles organisée par l'AFM. Ouais. On était à une réunion où on nous présentait les avancées médicales. Et puis là, on a compris en fait que Léo pourrait participer, pourrait intégrer cet essai de saut d'exon. Suite à ça, tout s'enchaîne. On a rencontré le docteur Servet donc à iMotion. Et puis on a eu aussi cette phase pendant 1 an avec l'histoire naturelle de la maladie. Donc Léo était suivi aussi tous les 3 mois. Et puis 1 an après, l'injection du médicament est arrivée. Wilfried, vous avez l'impression de vivre ça, vous aussi? Tout à fait, c'est une histoire parallèle. On vit les mêmes histoires, on ne sait même
sûrement croisé une ou deux fois dans les bâtiments. Donc, on le reconnaît facilement à sa chemise. Hein, si donc oui, c'est carrément une histoire parallèle. Hein. On espère arriver au même but. Hein. Et comment on vit, Stéphane, toute cette période pendant laquelle on attend de savoir si on va être intégré dans l'essai? C'est très stressant parce qu'en fait, pour intégrer un essai, il y a toute une série de tests à faire. Donc Léo a dû pratiquer le 6 minutes de marche. Il devait avoir un score minimum. Il fallait que son état de santé soit satisfaisant. Il y a toute une batterie de tests à faire. Et puis il fallait aussi que Léo soit volontaire. Comme le docteur Servet nous disait, c'est une injection intraveineuse toutes les semaines. Et voilà, il faut que Léo soit volontaire, il faut qu'il soit moteur justement dans ce traitement. Ça te stressait, Léo, tout ça? Non. Non, tu étais content de pouvoir y participer? Oui. Il est cool, Léo. Hein. Oui, il est très cool. C'est ça qui est très fort et très, très touchant, c'est qu'il y a beaucoup de sourires. Moi, je trouvais beaucoup de visages radieux sur ce plateau. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'espoir, mais ça veut dire que cet espoir, évidemment, il faut l'entretenir, il faut le faire vivre et il faut l'aider. Regardez ce qu'il y a marqué là, téléthon.fr. Hein, et sur l'autre fiche, il y a marqué quoi au hasard? Hop, 36-37. Ça mérite d'être clair. C'est parfait. Voilà. Delphine, on parle de cet espoir. Aujourd'hui, vous en êtes où de l'essai? Alors aujourd'hui, donc au bout des 3 ans d'essai, on ne sait pas vraiment si le médicament fait son effet, mais aujourd'hui Léo a 11 ans et demi et il marche toujours malgré l'annonce. Peut-être que ça a ralenti. Voilà, oui. Donc on a l'espoir effectivement. Donc tout ce qui est pris et comme je disais tout à l'heure, effectivement il n'y a pas de médicament. Donc si ce médicament-là peut fonctionner, si Léo peut participer aussi à cette avancée dans la recherche, c'est que du bonheur. Et on savait que ça allait être un sacrifice, mais voilà, c'est pour la bonne cause. Et voilà, grâce aux dons, effectivement, Léo peut bénéficier de ce suivi. Et pour l'instant, il y a des résultats qu'on voit chez ce petit bonhomme qui a l'air inquiet pour le match de Griezmann éliminé en Ligue des Champions. Ça lui plaît pas beaucoup, Léo, ça. On voit évidemment qu'il y a aussi une notion de partage entre familles qui est importante. Wilfried, Anaïs, est-ce que vous auriez une question à poser à Léo et à sa famille? Eh bien, oui et non. C'est-à-dire que Léo, je pense qu'il est assez grand pour prendre la décision de participer ou non à l'étude. Nous, on va être obligés de prendre la décision à la place de Jules, puisqu'il n'est pas en capacité de s'exprimer pour le moment. Comment vous avez pris cette décision, puisqu'on rentre quand même dans une étude qui serait de phase 1, donc on ne sait pas si effectivement ça va être porteur, s'il y a des risques. C'est compliqué de se positionner, je trouve. Oui, c'est sûr que c'est une décision importante à prendre. C'est vrai que Léo, lui, a été moteur dans la prise de décision. Après, notre décision a été aussi actée par le fait qu'il n'y a aucun traitement et qu'on n'avait pas envie de rester les bras croisés. Justement. Parlez bien dans le micro. Voilà. On n'avait pas envie de rester les bras croisés face au destin de la maladie. Et je pense que tout parent prendrait la bonne décision pour justement essayer de ralentir au maximum l'évolution de la maladie. Ce que je vous propose, c'est que vous n'hésitez pas à rester tous ensemble tout à l'heure. Vous pourrez continuer à vous poser des questions, à en parler entre vous. Nous, il faut qu'on incite encore les téléspectateurs à donner toujours plus. Pour aider tous ces chercheurs qui nous entourent, il vous suffit d'aller sur Internet, sur le site téléthon.fr, à la rubrique Faire un don, et choisissez notre partenaire PayPal comme moyen de paiement. Alors là, vous remplissez pas de formulaire, vous rentrez pas de numéro de carte bancaire, le reçu fiscal, tout arrivera directement sur Internet, tout est fait de façon automatique. Et surtout, jusqu'à ce soir, PayPal ajoute 5 € à chacun de vos dons. Donc c'est important. Surtout, n'hésitez pas, 3637, téléthon.fr. Et je vous rappelle qu'on attend les 10 millions. On fera un petit point compteur tout à l'heure, juste après. Laura du Web, qu'on va retrouver pour le journal du Téléthon. Bonjour, ma chère Laura. Donc je vous redisais bonjour Thomas, bonjour Églantine, bonjour à tous. Oui, ce journal du Téléthon consacré à la France qui bouge, qui se mobilise pour faire des exploits à tout moment. Et là, je vous emmène à Trouville-sur-Mer, en Normandie, où vous allez voir Fanny et Niki qui ont organisé une énorme sculpture géante sur sable avec les habitants de Trouville, les Trouvillais. Alors cette sculpture que vous pouvez voir fait 3 mètres de large, 2 mètres de hauteur et 3 mètres de long. Elle est absolument magnifique.
Tout le monde s'est mobilisé. On a proposé aux habitants de faire des petites coquilles Saint-Jacques avec des pochoirs. Pour ça, il fallait reverser 2 €. Donc, c'est 5 000 € qui ont été collectés pour le Téléthon. Donc, on les félicite. Et là, un peu de soleil, ça fait du bien parce qu'on a froid ici. Je vous emmène à la Réunion, à Saint-Pierre. Et là, il y avait un défi un peu particulier qui nous a tous étonnés, mais qui a été réalisé. Il fallait faire une tresse de 100 mètres avec du vacoa. Le vacoa, c'est un peu comme un palmier. Et avec cette tresse, recouvrir le phare de Saint-Pierre. Défi réalisé, exploit réalisé pour le Téléthon. Et maintenant, je vais vous parler sans doute de l'exploit le plus important, le plus sensationnel, l'exploit majeur de ce Téléthon 2017. On va regarder quelques images. Vous allez pouvoir voir Nathan Paulin qui a 23 ans, qui est slackliner. Là, il se trouve dans le cirque de Navacelles dans l'Hérault. Il a battu le 9 juin dernier le record du monde de longueur en slackline sur 1662 mètres à 300 mètres d'altitude. Tout à l'heure, pour le Téléthon, il va traverser la Seine en partant de la Tour Eiffel jusqu'au Trocadéro, soit 670 mètres de long, ce qui sera le record du monde en milieu urbain. Voilà, il faut rester avec nous, mobilisez-vous, 36-37 et restez mobilisés, incitez vos amis à se mobiliser également. À tout à l'heure. Merci beaucoup Laura, merci. Et c'est à nous, et c'est vrai que depuis le début de cette émission, tout à l'heure, on vous parle beaucoup de maladies rares. Mais savez-vous vraiment ce que sont ces maladies rares ? Eh bien, on est descendu dans la rue pour vous demander et pour répondre à vos questions. C'est une maladie où il n'y a pas eu énormément de recherches. Je ne saurais pas la définir, non. Il y a quelque chose qui est peu répandu et puis difficile à soigner. Je dirais 4% de la population, encore un maximum. Ah, je l'ignore totalement, mais bien trop à mon avis. Statistiquement, on peut, mais ça fait quand même des milliers de personnes. 5% peut-être ? Non, je dirais peut-être plus 20, 15. Je pense qu'il y a beaucoup de maladies rares qui existent et je pense qu'on ne les connaît peut-être pas toutes. Une bonne centaine. D'après moi, il existe à peu près 500 maladies rares dans le monde. Vous l'aurez constaté, si tout le monde a un jour ou l'autre entendu parler de maladies rares, peu savent exactement ce que c'est. Alors, on a sélectionné pour vous 4 informations à retenir. Première info. Contrairement à ce que leur nom laisse à penser, il existe de nombreuses maladies rares. Il y en aurait entre 5 et 8 000. Deuxième info. À partir de quand une maladie est-elle considérée comme rare ? Eh bien, pour qu'une maladie soit considérée comme rare, elle doit toucher moins d'une personne sur 2000. Donc, une maladie rare, c'est rare, ok ? Eh bien non, et c'est la troisième info. Car si on rapporte ces chiffres à la population française, ça veut dire que 3 millions de Français seraient touchés, soit plus de 4 personnes sur 100. En Europe, il y aurait 30 millions de malades. Pas si rare que ça, la maladie rare. Quatrième et dernière info, 80% de toutes ces maladies ont comme caractéristique commune d'être d'origine génétique. C'est-à-dire qu'un ou plusieurs des gènes qui composent l'ADN de la personne malade sont défectueux. Voilà, désormais vous en savez un peu plus sur les maladies rares. À 9 170 769 €, c'est bien, mais on s'est lancé un défi, vous devez atteindre les 10 millions avant qu'on rende l'antenne, sinon on ne la rend pas, on a dit. Voilà, en tout cas, je voudrais dire bonjour maintenant à Pierre-Alexandre et bienvenue à ISTERM. Bonjour. Pierre-Alexandre, à partir de l'âge de 7 ans, vous vous êtes rendu compte que quelque chose n'allait pas au niveau de votre vision et ce n'est qu'à l'adolescence, vers 12 ans, qu'un diagnostic a été posé. Vous êtes en fait atteint d'une rétinite pigmentaire. C'est une maladie qui vous fait perdre la vue progressivement. Oui. Et vous êtes aujourd'hui venu accompagné de toute votre famille, votre mère, Nathalie, votre père, Gérard, et puis votre frère, François-Xavier, qui est lui-même atteint de rétinite pigmentaire. On va en reparler dans un instant. On va parler de ces recherches sur la rétinite pigmentaire, mais juste avant, on va accueillir Didier Papaz. C'est le président directeur général du groupe Optique 2000. Bonjour Didier Papaz. Bonjour. Alors, vous êtes mécène de l'Institut de la Vision. C'est important pour vous de soutenir la recherche ? Oui, ça fait maintenant 8 ans que nous soutenons l'Institut de la Vision.
Alors pour une société comme la nôtre, qui est une grande coopérative de 1200 opticiens, eh bien ça fait partie de notre ADN. On parle beaucoup d'ADN ici, mais il y a aussi l'ADN des entreprises. Et quand l'ADN est basé sur la solidarité, sur les valeurs humaines, je pense que c'est juste une évidence d'aider la recherche. Et nous avons 200 centres qui sont spécialisés dans la prise en charge du handicap visuel. Et ces 200 centres sont confrontés régulièrement à des cas difficiles où on ne peut plus rien faire avec des lunettes, puisque quand on a une rétinite pigmentaire ou quand on a une DMLA, quand on a une atteinte de la rétine, ce sont les photorécepteurs qui fonctionnent plus. On peut essayer toutes les lunettes qu'on veut, ça ne fonctionne pas. Donc on se dit qu'il faut faire quelque chose et il faut aider la recherche. Et cette recherche, nous suivons de près les travaux qui sont faits au sein de l'Institut de la Vision, ici aussi au niveau d'ISTEM. Et il y a des avancées qui sont formidables. Des avancées qui sont formidables et qui vont intéresser tous les Français. Parce que on peut parler aussi d'une maladie qui se répand beaucoup, qui est la DMLA. Eh bien, la DMLA, ça touche aujourd'hui dégénérescence maculaire. On est tous concernés. Ça touche 2 millions de personnes. Et aujourd'hui, on attend des traitements qui soient véritablement efficaces. Eh ben, merci beaucoup, Optique 2000. On se souvient, Optique 2000, ça évoque évidemment Johnny Hallyday en ce jour un peu particulier. Peut-être que si les fans de Johnny peuvent donner un petit euro, c'est aussi une autre façon de lui rendre hommage et de donner sa chance à la vie, finalement. Tout ça a du sens en cette journée forcément un peu particulière pour beaucoup de gens. Pierre-Alexandre, là, on vient de nous expliquer un peu en quoi consistait la rétinite pigmentaire. Je vois que vous êtes venu avec des lunettes de soleil. C'est que ce sont les spots du plateau là que vous ne supportez pas ? Oui, c'est la lumière au quotidien. C'est vrai que c'est assez gênant. Et du coup, je me suis permis de mettre mes lunettes de soleil aujourd'hui. C'est un peu mal poli, mais bon, du coup, on n'a pas le choix. Donc, ouais. Alors, à vos côtés, il y a François-Xavier. Alors, vous souffrez pas, François-Xavier, de la même maladie, pas exactement la même maladie que votre frère, hein ? Oui, c'est ça, c'est pas exactement la même. Alors vous, c'est quoi ? Moi, déjà, elle évolue beaucoup plus lentement parce que on m'a annoncé ma maladie quand j'étais en 3e. Donc moi, elle évolue plus lentement et aussi elle touche la vision périphérique de ma vue, donc c'est vraiment sur les côtés que ça touche en principe, et aussi ma vision nocturne qui est extrêmement touchée. Avec nous, il y a Christelle Monville, vous êtes chercheuse ici même à ISTEM, ici à Évry. Christelle, est-ce que les deux rétinites pigmentaires de François-Xavier et de Pierre-Alexandre sont liées ? Est-ce que ça a un rapport ? Alors en fait, ça va pas être tout à fait les mêmes cellules de la rétine. C'est-à-dire que dans la rétine, donc on a les photorécepteurs, et dans les photorécepteurs, on a les cônes et les bâtonnets. Les bâtonnets vont être plutôt les cellules dont on se sert pour la vision de nuit, et puis du coup la vision périphérique, alors que les cônes sont les cellules dont on va se servir pour la vision plutôt de jour, en pleine lumière, et plutôt pour la vision des couleurs et la vision centrale. Donc effectivement, un peu en fonction des cellules qui vont être touchées, on va pas forcément avoir exactement les mêmes symptômes. Et il y a même un troisième type de cellules qui peuvent être touchées par ces maladies, qui sont l'épithélium que l'on a tout à l'arrière de la rétine. Donc effectivement, en fonction un petit peu des cellules qui vont être affectées, on va pas avoir tout à fait les mêmes symptômes. Pierre-Alexandre, malgré la maladie, il paraît que vous êtes totalement autonome et que vous avez plein d'astuces pour gérer votre quotidien. Vous pouvez en partager quelques-unes avec nous ? Oui, bien sûr. C'est qu'au quotidien, en fait, c'est pas vraiment des astuces. C'est vrai qu'on appelle ça des astuces, mais je pense que c'est des automatismes, si ça se dit, qui viennent chez toutes les personnes qui ont une difficulté à se mouvoir comme ça. Voilà. Et oui, par exemple, pour reconnaître quelqu'un, moi qui ai encore un reste visuel, je me sers de toute sa silhouette, sa façon de se démarcher. Après, avec l'habitude, bien sûr, les couleurs, quand on les distingue encore. Et puis, bien sûr, la voix qui vient après. Donc, c'est des trucs banals pour les gens qui sont atteints comme moi d'une pour vous, c'est une façon de contourner un peu l'obstacle, en quelque sorte. Mais voilà, on trouve des petites astuces, on se sert beaucoup de sa mémoire. Je dirais le principal, c'est la mémoire. On mémorise tout, les lieux, tout est calculé, chaque déplacement pour éviter la chute. Je peux me déplacer tout à fait sans ma canne. Au quotidien, bon, ça arrive de se rater, mais ça fait rire vos parents, c'est bien au moins. Oui, c'est pas les seuls, mais on calcule tout pour essayer de pas le montrer, en fait. Christelle Monville,
on a compris à peu près le quotidien et les implications que ces maladies peuvent avoir. Où en sont vos recherches, simplement et rapidement? C'est compliqué, hein. Alors, nous, on a donc développé ce qu'on appelle de la thérapie cellulaire. Donc, on va chercher à fabriquer des cellules dans notre laboratoire à partir des fameuses cellules souches dont on a parlé au début de cette émission. Et puis, on va aller remplacer donc les cellules qui meurent chez les malades atteints de certaines rétinites pigmentaires. Alors, malheureusement, ce ne sont pas celles qui concernent Pierre-Alexandre et François-Xavier, mais c'est d'autres rétinites pigmentaires. Donc, nous, on fabrique l'épithélium, qui sont un peu les babysitters de ces cônes et de ces bâtonnets. Et donc, quand cet épithélium va mal, les cônes et les bâtonnets vont mourir, et donc ça va entraîner des pathologies de la vision. Donc, on a fabriqué un produit de thérapie cellulaire, un patch en fait, de cellules. Mais ça pourrait avoir des incidences éventuellement après sur les maladies de... Alors tout à fait, puisque en fait les cellules que l'on fabrique, ce sont les mêmes cellules qui meurent dans la DMLA qu'on a citée tout à l'heure, hein, la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Donc potentiellement, si notre produit fonctionne chez des patients atteints de maladies génétiques, il devrait aussi fonctionner pour les patients atteints de DMLA. Et là, on vous l'avait dit, c'est 2 millions de personnes. C'est une personne sur 4 à 75 ans, une personne sur 2 à 90 ans. Et donc, on travaille pour ça avec l'Institut de la Vision, avec l'hôpital Saint-Louis. Alors, je prends juste 2 secondes pour dire ça. C'est qu'on est vraiment pas tout seul. Hein. C'est un travail d'équipe. On est beaucoup de chercheurs. Et donc, les gens, en donnant au 36-37, participent à nos recherches. Ils rejoignent l'équipe. Voilà, entendez cet appel de 36-37, il est sans doute encore plus fort que les autres depuis le début de cette émission. Petite question rapidement, c'est la première fois que vos recherches aboutissent à un essai. Cet essai en collaboration avec l'Institut de la Vision, il doit commencer quand? L'année prochaine, on croise les doigts. Donc on y est. On y est. Donc on y est. Merci beaucoup. On est vraiment désolé, on est un peu pris par le temps. Gérard, Nathalie, j'ai peur que vous ne puissiez pas intervenir parce qu'on doit déjà retrouver Sophie Davant. Bah oui, on va chez Mickey. Eh ben oui, on va retrouver chez Sophie Mickey. Davant en direct de Disneyland. Qu'est-ce que vous nous préparez, ma chère Sophie? Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Eh bien, c'est la féerie ici, en ce jour un peu particulier où bien sûr nous partageons l'émotion de la France entière en hommage à Johnny Hallyday. Nous, France Télévisions et Disneyland Paris, on a voulu offrir une fête de Noël à tous les enfants qui regarderont et puis à tous les enfants surtout qui sont privés de leur liberté de mouvement et qui sont cloués sur leur fauteuil chez eux. Alors nous sommes à Disneyland Paris et c'est la première fois au monde, grande première, la première fois au monde que Disneyland Paris accepte de diffuser à la télévision sa grande parade de Noël. Et ça, c'est un cadeau offert au Téléthon. C'est grâce au Téléthon que cela est possible. Alors, nous allons vous faire vivre cette grande parade féerique. En plus, le soleil brille. Il fait un petit peu froid, mais c'est assez magique ici. Nous allons vous faire vivre tout cela avec Daphné Burki, Damien Thévenot, et puis nous rejoindrons l'acteur Franck Dubosc et la star de la natation Camille Lacour qui vont plonger dans la magie de Noël avec nous. Et puis, bien sûr, l'enjeu, c'est de vous faire comprendre l'importance de composer le numéro le 36-37, de réveiller ce compteur un petit peu endormi. Nous allons partager ce rêve de Disney avec des enfants et des familles qui se battent au quotidien contre la maladie. Voilà, je vous dis pas tout de suite. Il nous reste bien des surprises à vous faire découvrir. Je vous embrasse et à tout à l'heure pour cette grande parade de Noël. Grande parade de Noël. On vous rejoint avec plaisir dans un instant. Alors, le compteur, il dort pas, il est en train de se réveiller et de s'étirer un peu. Voilà, un il petit point s'étire compteur. quand même. Il en est à cet instant à 9 442 624 euros. C'est bien. On arrive à la fin de cette émission. On s'était engagé à faire arriver ce compteur à 10 millions. On est un petit peu défaillant. Gérard, je voudrais que vous puissiez vous adresser aux téléspectateurs pour les motiver, les pousser à donner un peu plus. Eh ben, écoutez, moi je rejoins complètement ce qu'a dit Thomas en disant on ne partira d'ici que quand on aura 10 millions. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, pour nous et pour toutes les familles qui ont des soucis, le seul espoir, c'est le 36-37. Voilà, c'est important ce que vous dites. C'est important parce qu'on compte sur vous, pas seulement pour nos invités, et pas seulement pour de l'argent, parce que ce que vous donnez, c'est aussi de l'espoir. Ça, c'est un mot-clé. Et là, on vous a prouvé tout au long de l'émission que cet argent, il était utilisé intelligemment, concrètement, et qu'il y avait des projets comme ça qui aboutissaient. Ça fait avancer, donc on compte sur vous. Il y a déjà 33 essais thérapeutiques qui sont en cours ou à venir. Le combat doit continuer. On le martèle et on le répète encore. 36 37 ou encore téléthon.fr. Je crois qu'on a quelqu'un derrière, là. On a du monde. Voilà, on a 2 enfants sur ce plateau. Les voilà. Les 2 petits Léo. Alors, comme vous êtes tous les 2 ici ce matin, je crois que c'est à vous qu'on va donner le mot de la fin.
Vous avez chacun votre micro, vous le posez bien sur le menton et c'est vous qui pouvez parler là au En téléspectateur. regardant la caméra qui est là. Si les gens ne donnent pas d'argent, nous ne pourrons pas nous guérir. À toi, Léo. Il faut donner au Téléthon pour guérir, aider les malades. Ben voilà, c'est clair. Je crois que le message, il n'y a pas grand-chose à ajouter derrière ça, si ce n'est vous mobiliser, continuez à mobiliser vos amis, mobiliser vos proches. Il n'y a pas de petits dons. Tous les dons sont importants. Ça se passe au 36-37. Ça se passe sur téléthon.fr. Merci à tous. Merci à vous, Églantine. Merci, sincèrement. Merci, Thomas. Merci, Léo et Léo. Je crois qu'avec ça, on ne peut que bouger et donner. Faites-le pour les Léos. C'est important. Merci. Merci à vous. 37, c'est obligé. Voilà. Bravo. Merci. Et on fait... Bonne journée à tous.